Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK, votre podcast dédié à la kinésithérapie, mais pas que. Vous êtes dans la seconde partie de l'entretien avec Cécile Lemoteux autour de la pédagogie. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, n'hésitez pas à revenir en arrière pour pouvoir suivre notre discussion. Dans cette seconde partie, nous allons évoquer les différences de l'apprenant entre un adulte et un enfant. Nous allons également parler des étudiants, ont-ils changé face aux nouvelles technologies et en quoi la relation pédagogique a dû être modifiée relative à toute cette actualité. Nous parlons également des difficultés rencontrées par les formateurs et à la fin, vous aurez quelques trucs et astuces que vous pourrez appliquer avec vos patients. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur n'importe quelle application de podcast et vous devez même nous mettre un petit like, un commentaire, un cœur, ça nous aide beaucoup, ça nous permet de remonter dans les algorithmes pour que ce podcast reste proposé à toutes les personnes qui cherchent des informations sur la kinésithérapie. Merci de tout cœur à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça me fait penser, je vais partager une expérience qui est toute récente, qui m'a marqué il y a quelques semaines. En fait, je suis arrivé dans une structure, je devais donner un cours avec un support et en fait, techniquement, c'était pas possible de projeter. Donc il a fallu que je fasse 4 heures de cours sans support. Sans support. Et donc déjà, je me suis dit, heureusement que j'ai de la bouteille, parce que ça aurait été, je pense que si je sortais, enfin si c'était il y a 15 ans, j'aurais pas pu donner le cours. Mais là, je me suis vraiment retranché à la base de la pédagogie pour essayer de les garder. Et ça a été très compliqué, parce que justement, j'en arrive à ma question. Enfin, c'est une question à double volet. La première, c'est est-ce que les enfants, les adultes apprennent pareil, selon toi? Et sinon, quelles sont les différentes dynamiques? Et du coup, est-ce que les étudiants peuvent être considérés comme des adultes apprenants ou des enfants apprenants? Alors la différence, c'est bien ça entre enfants et adultes. En fait, il y a des points communs, c'est-à-dire que les théories de l'apprentissage que j'ai expliqué rapidement tout à l'heure, elles s'appliquent aux deux. En fait, ça, c'est pas un souci. La grosse différence entre un adulte et un enfant en apprentissage, c'est que l'adulte, il arrive avec des croyances, des représentations, et qu'il arrive en formation, il a un but personnel, un but précis, une motivation personnelle, et qui n'est pas forcément celle du formateur. C'est-à-dire qu'il vient pas forcément au cours parce que le cours l'intéresse particulièrement sur le fond. Il vient d'être au cours ou à cette formation continue pour des objectifs qui ne sont pas du tout un objectif peut-être de maîtrise du savoir, qui sont parce que ça va lui amener une possibilité de avoir, je sais pas, son diplôme, avoir une légitimité différente dans son cabinet, pouvoir augmenter sa patientèle dans un autre, répondre à un besoin d'un patient particulier, des problématiques personnelles. Et ça, l'adulte, c'est vraiment ça la différence, c'est-à-dire que l'adulte, pour apprendre et retenir, il a besoin de sentir que l'apport qu'on lui fait est en lien avec son objectif à lui de départ, ses motivations profondes. Et donc, si on prend en formation des adultes sans connaître, alors sans rentrer de manière intrusive, mais sans connaître leur objectif, leur raison de leur présence, ce qu'ils viennent chercher, et en pensant que nous, on sait pourquoi ils sont là, et donc on fait toute notre formation par rapport à nos propres objectifs à nous, et ben là, on risque de perdre les adultes. En fait, ils risquent de ne pas accrocher parce qu'ils viennent chercher quelque chose de précis et ils vont pas arriver à le trouver. Et c'est ça qui est important, c'est de bien explorer les attentes des personnes avant une formation, avant un cours, d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent de moi en fait. C'est un peu comme c'est pareil dans le soin, c'est-à-dire qu'un patient, on s'imagine pas dire bah voilà un patient, vous avez cette pathologie, je vais vous faire ça parce que je pense que vous devez remarcher dans un mois pour tel truc. Bah peut-être que le patient non, en fait c'est pas son objet, c'est pas son objectif, il veut autre chose, et on sait bien le faire ça pendant les soins, on sait bien mettre le patient au centre. Bah c'est pareil en pédagogie, il faut mettre l'apprenant au centre et on part de lui pour les adultes, et ensuite on développe autour de ça. Donc ça c'est la première chose. Et ta deuxième question sur les étudiants sont-ils des adultes, ben qu'est-ce qu'on appelle un adulte? Un adulte, on a le côté bio, hein, j'ai fini ma croissance. On a le côté réglementaire, j'ai le droit de vote, je suis majeure. Mais en fait, sociologiquement, un adulte, c'est quelqu'un qui est
capable de se gérer par lui-même et d'assumer les responsabilités de ses actes. Donc, je dirais qu'un étudiant, en enseignement supérieur d'ailleurs, n'importe où, quand il quitte le lycée, il n'est pas tout à fait. En fait, l'adulte, c'est un processus. On devient adulte. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeune adulte, c'est-à-dire un adulte en devenir, en croissance. Donc, en fait, au départ, il y a peu d'autonomie dans les méthodes de travail, peut-être peu d'autonomie dans la vision de son métier, peu d'autonomie dans sa capacité à se positionner, à assumer ses responsabilités, à faire des choix. Et notre job, alors en IFMK, des équipes pédagogiques, c'est de faire en sorte que les étudiants ils deviennent, enfin, qu'on considère comme des jeunes adultes et pas des enfants, mais en fait ils montent dans ce processus en fait de devenir adultes en faisant quoi? En les laissant faire des choix et en assumant leurs choix. Ça c'est hyper important. Et c'est vrai que l'idée c'est qu'ils arrivent aussi à s'autonomiser, donc à trouver leur cadre pour bosser, pour faire leur métier, pour voir de quelle manière ils veulent exercer, par exemple, de ce qu'ils aiment pas, est-ce qu'ils veulent aller en cours, est-ce qu'ils veulent pas aller en cours. Ça fait partie du truc adulte. Souvent, les formateurs vont nous dire, ah oui, mais un bon étudiant, c'est un étudiant qui est présent, qui pose des questions, qui est jamais en retard. Moi, cette promo, ils sont que 15 à venir en cours, c'est donc une mauvaise promo. Je caricature, hein. Donc, ils en ont rien à faire de mon cours. Mais en fait, non, peut-être pas. En fait, peut-être pas du tout. Simplement, peut-être qu'ils sont pas là parce qu'ils ont autre chose. Peut-être qu'ils sont pas là parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont réussir l'examen sans venir en cours. Donc c'est plutôt ça qu'il faut interroger à ce moment-là. C'est peut-être pas ça le problème, hein. C'est que en fait, il n'y a pas besoin pour eux de venir en cours puisque leur objectif est de réussir l'examen. Ils vont réussir l'examen sans venir en cours. C'est-à-dire que si on veut qu'ils viennent, il faut peut-être penser à l'examen, repenser à la méthode d'évaluation. Peut-être que parfois on se dit ouais, les étudiants ils parlent trop, ou ils sont trop contradictoires, ou après une pause ils reviennent pas, ils sont en retard, etc. Mais c'est vachement bien parce que en IFMK il y a tout un effet de socialisation qui est hyper important au niveau professionnel. C'est important de se socialiser pour devenir adulte, de comprendre les limites, etc. Et donc plus j'allais dire des étudiants acquièrent ce statut d'adulte, plus ils vont devenir entre guillemets incontrôlable. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le côté vous êtes à l'heure, vous m'écoutez, silence, vous faites pas vos téléphones, etc. En formation continue, quand on a des professionnels de santé, je mets au défi des formateurs de faire ranger les téléphones à tout le monde, de leur dire vous discutez pas, etc. On a ce côté ne m'infantilisez pas. Bon, en IFMK, je crois que si on veut que les étudiants deviennent des professionnels autonomes, responsables, réflexifs, comme on a envie, il faut accepter qu'ils deviennent des adultes et donc qu'ils ne soient pas sur des rails, tu vois, enfin voilà, qu'ils puissent dire les choses, qu'ils puissent débattre, ouais, voilà, ils vivent quoi. Enfin voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai peut-être dérivé un peu. Ça soulève une autre question, alors clairement sortie du chapeau et un peu café du commerce, mais pas que. J'ai jamais eu le courage de regarder la littérature dessus, je suis sûr qu'il y en a, parce que j'ai ma théorie. Bon, je vais t'expliquer ce que je veux te demander. Je trouve, moi, que depuis allez, un peu moins de 10 ans, j'ai l'impression que les étudiants, ils ont changé, comme si on avait changé de génération. Tu sais, on parle souvent des générations alpha, Z, etc. J'ai l'impression qu'on a vraiment un changement de générationnel qui s'est fait, et qui s'est fait de manière vraiment assez notable sur le mode d'expression des étudiants, sur leur utilisation des nouvelles technologies. Ce que je vais dire, c'est du ressenti, donc ça ressort vraiment plus de ma pratique, donc ça vaut pas grand-chose, mais par exemple, tu vois, je trouve que la posture empathique, elle est plus complexe pour eux, que le mode d'expression est vraiment plus direct. Ils ont la qualité aussi d'être très critiques et de moins se laisser faire, mais d'un même temps, parfois, il y a un genre de crédulité de ce qui a été vu sur les réseaux sociaux. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que toi, de ton côté, tu as noté un changement un peu de paradigme dans le comportement de l'étudiant? Si oui, est-ce que c'est retrouvé dans la littérature, c'est étayé, ou en tout cas, et d'où ça vient, si c'est le cas selon toi? Et après, je te donnerai mon idée à moi, mais sortie du chapeau. Alors, en fait, il y a quelques années, moi, j'avais le même avis que toi. Je me disais, ah, les étudiants changent. En fait, ils sont plus comme ci, ils sont plus comme ça.
Et je dirais avec le recul, mon parcours, les lectures que je peux faire en sociologie, je dirais que il y a forcément des étudiants qui ont changé parce qu'ils ont bon, bien sûr, il y a les nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies, le côté, je fais plein de trucs en même temps, je zappe, je suis enfin, j'ai l'habitude de regarder un truc, j'ai l'habitude qu'il faut que ça aille vite dans ma vie, parce que, voilà, quand ça me plaît pas, je zappe, etc. Je fais plusieurs trucs en même temps et j'ai l'impression que je fais tout bien, alors qu'on a le même cerveau qu'il y a 30 ans, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas, donc ok. Je suis multitâche, mais en fait, je fais pas forcément en profondeur. Ça, c'est quand même ça a été montré dans les études en neurosciences, hein, que quand on est multitâche, en fait, oui, on peut gérer de la multitâche, mais pas plein de tâches en profondeur. Donc, à un moment, il faut aussi savoir se recentrer. Mais maintenant, je dirais que moi, je trouve que c'est plus euh, le contexte de formation qui a changé et nous. C'est-à-dire que on attend toujours des apprenants qu'ils soient comme nous, on a été, nous, ce qu'on aimerait qu'ils soient, notre vision de l'étudiant telle qu'on se l'imagine. Et ils vont parler plus cash, ils vont peut-être être plus critiques, ou ils vont peut-être avoir des codes d'éducation qui sont pas les mêmes. Et moi, je trouve que c'est alors lié à une éducation. Alors ça, c'est des mouvements d'éducation. On va pas forcément en parler là, mais qui ont changé, hein, qui sont beaucoup plus peut-être ouverts, ou en tout cas sur le côté peut-être un peu moins conditionnement entre guillemets dont on a parlé tout à l'heure, qui font qu'on arrive avec des personnalités très différentes. Le rapport à l'autorité n'est plus le même également, mais aussi parce qu'on est dans une société où le rapport à l'autorité n'est plus le même, c'est-à-dire que la parole des gens sont demandées souvent. Tu disais tout à l'heure demander l'avis des personnes. Ben oui, quand on vous demande votre avis, mais si on vous demande votre avis, c'est que vous vous sentez autorisé à le donner, et donc ça veut dire qu'on en fait quelque chose. Et donc ça veut dire que vous êtes partie prenante dans le truc. Donc tu vois, je sais pas, c'est pas simple à te dire. En fait, il y a eu beaucoup, on a dit génération Z, etc. Ça a une influence. Les générations ont des caractéristiques différentes. Si je suis X, je suis Y, je suis Z, je suis pas le même. Et là, il y a eu des études récentes qui sont sorties. D'ailleurs, je vous invite, je donne un nom au passage, j'ai pas de conflit d'intérêt, mais il y a un professeur en sciences de l'éducation qui est top, qui est sur Strasbourg, qui est médecin urgentiste, qui s'appelle Thierry Pellassia, qui sort des bouquins très accessibles et qui est revenu récemment sur un chapitre de son bouquin. Il a eu l'humilité et l'honnêteté de bouger son bouquin et d'enlever tout un paragraphe sur ça, justement, parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'il n'y avait pas tant de différence entre les générations, si tu veux. On peut pas mettre dans les cases les personnes, que c'était pas les gens qui, comment te dire, c'était pas parce que tu étais né en 80 que tu étais différent de celui qui était né en 2000 ou 2020. C'était que le contexte du monde bougeait, mais que si ces gens-là, on les remettait dans un contexte, en fait, différent, qu'on arrive à recréer des conditions, ben, en fait, ils vont être capables, tu vois, de retrouver des pratiques et des codes et des comportements euh, qui sont similaires peut-être à ceux qu'on attendait. Je sais pas si je suis claire, Mathieu, dans ce que je te Si, dis. si. Parce que j'ai cette impression effectivement qu'ils ont changé. Alors, outre le fait que j'ai mes propres biais, parce que le cerveau en vieillissant a tendance à magnifier tout ce qui s'est passé, à oublier un petit peu le temps d'avant. D'autant plus que c'est pas forcément un temps que je regrette, hein, le temps où les étudiants disaient rien. Mais par contre, là où je rejoins ce que tu viens de dire, c'est que bah, je pense qu'on est aussi avec la société dans laquelle on vit, et c'est vrai que depuis 10-15 ans, avec l'expansion des réseaux sociaux, l'expansion d'un mode de communication qui est différent, le fait que je vais parler comme un vieux, mais moi quand j'étais jeune, bah, pour trouver les copains, on s'appelait au téléphone, on se donne rendez-vous à l'église, des fois on se trouvait pas, donc on retournait à la maison. Aujourd'hui, en fait, bah, ils sortent pas de chez eux puisqu'ils peuvent communiquer chez eux sur les réseaux. Et je pense que ça forge quand même aussi bah, un relationnel qui est pas le même. J'ai Oui. l'impression. Et, c'est sûr, bon, je vais pas faire non plus la personne qui tire l'alarme, mais c'est vrai que quand on regarde les publications sur les temps de cerveau de nos jeunes et sur l'utilisation de plus en plus précoce de nouvelles technologies, Ah ben, des fois ça fait un peu peur quand même hein, sur le développement de nos gamins. Hein. ah ben, Donc bien bon, sûr. Ça fait peur dans leur capacité relationnelle, tu ouais. vois.
et surtout pour des futurs professionnels de santé. Et moi, je pense que le côté de les culpabiliser, je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'ils vivent dans ce Ouais, monde-là bien sûr. et que Ouais, c'est tout pas à leur fait. choix forcément. En Mmh. fait, ils sont dans ce monde-là. En revanche, moi, ce que je fais quand même en IFMK, c'est des sensibilisations qui se rendent compte en fait de l'impact des outils qu'ils utilisent sur leur mode relationnel, VS un patient, mais il y a aussi des patients comme ça aussi, hein, sur ce que ça impacte sur le soin, en fait, sur les biais. Tu parlais des réseaux sociaux. Bon, bah, les cours d'esprit critique, il y a eu un temps, on faisait des cours d'esprit critique par rapport à ce qu'on lisait, en termes de lecture critique d'articles. Ensuite, on a fait des cours d'esprit critique développés un peu plus sur les biais dans la relation humaine. Bon, bah, là, on fait des cours d'esprit critique sur les réseaux sociaux, hein, c'est la même chose, sur l'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire, à mon avis, il faut absolument amener les personnes, mais quel que soit l'âge, à vrai dire, de prendre du recul sur ces outils numériques et d'en dire, OK, c'est vachement bien, mais attention, il y a des biais qui vont amener ça. Après, c'est un choix. Mais encore une fois, pour qu'ils fassent des choix conscients, en fait, qui se rendent compte de ce qui les influence, en fait, et de ce qui les impacte. Parce qu'en fait, c'est souvent ça. Ils se rendent pas compte que leur comportement est et leur manière de parler, leur manière de communiquer est, est, est influencée par alors par exemple par leur utilisation des outils numériques, des réseaux, d'internet, enfin et de tout ce qu'on peut voir. C'est comme les photos, les images, enfin tout ce qu'ils en font. Ils te filment en cours, ils te filment pas. Qu'est-ce qu'ils en font derrière euh, Et en fait, il y a besoin de leur faire prendre, de les extraire en fait de tout ça. Euh, voilà, et de discuter aussi de nous, parce que moi, par exemple, bon, bah, quand j'étais jeune, bon, les outils numériques, il n'y en avait pas, j'en utilisais jamais, les profs non plus, enfin voilà. Et puis, bah, j'ai des enfants aussi, donc moi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée à mes enfants qui maintenant ont 24 et 21 ans et qui m'ont beaucoup expliqué comment eux, en tout cas, alors c'est qu'une petite, attention, c'est qu'un tout petit échantillon, mais comment ils fonctionnaient, pourquoi ils préféraient faire un snap ou faire un SMS ou un vocal plutôt que d'appeler. Bon, bah, pareil, on a des croyances. Moi, je me dis, bah, c'est parce qu'ils ont pas envie de me parler. Bah, en fait, non, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et ça m'a permis aussi de voir les étudiants différemment. Et à l'inverse aussi, si on se tourne du côté des kinés qui ont un peu de bouteille ou de l'expérience, à l'inverse aussi, bah, en fait, ce public-là, bah, je peux me compter dedans. Après, moi, j'ai la chance de voir des étudiants, donc ça me maintient à flot, mais peut-être il y a une scission qui se fait dans l'autre sens avec des kinés qui ne connaissent pas la façon de fonctionner des étudiants et qui ont Oui, aussi besoin d'apprendre d'eux comment s'adresser. Si on a un jeune patient aujourd'hui qui n'a pas 15, 16, 17, 18 ans, c'est pas le même que le patient qui a une soixantaine d'années, parce que le patient de 15 ans, il est né dans cette société multiconnectée où tout va très vite, comme tu disais. exactement. Mais ça veut pas dire qu'il faut s'adapter à eux constamment. Mhm. En fait, moi, je dirais pas aux kinés qui se sentent, enfin, dont tu parles, de dire, il faut donc prendre les codes des jeunes générations. On les prendra pas parce qu'on n'a pas été élevé. Hein, ça, c'est Bourdieu en Mhm. sociologie, hein, le capital culturel et social dans lequel on a été élevé, qu'on a grandi. On n'a pas ce capital-là. Donc, on aura beau utiliser les réseaux sociaux, les outils, tout ce qu'on veut, nous ne serons pas comme eux puisque nous n'avons pas baigné dedans, nous ne nous sommes pas construits avec ça. Donc, on peut comprendre leur code et l'important, je crois qu'il faut aussi qu'ils comprennent les nôtres. Enfin, quand je dis les nôtres, hein, enfin le sien en tout cas, enfin on est tous différents, mais Mhm. c'est ça qui est le plus important, c'est d'arriver à se comprendre en fait, à dire bah moi je fonctionne plutôt comme ça, toi tu fonctionnes plutôt comme ça, alors on va essayer de trouver un truc qui font qu'on fonctionne ensemble. Voilà, c'est plus ça. C'est tout à fait ça. Moi, c'est ce que j'explique, j'exprime aux étudiants, comme j'ai la chance d'avoir les deux camps, les diplômés et tout. Et je leur dis effectivement, c'est un fonctionnement comme ça. On ne nous demande pas d'être comme ça, on nous demande juste de comprendre que lorsqu'il y a un mot qui est posé, c'est pas forcément une critique, mais c'est juste parfois les niveaux de compréhension se mettent pas au même endroit et Exactement. c'est difficile. C'est difficile d'appréhender. Alors, tu as parlé beaucoup d'outils numériques, je vais juste rebondir rapidement dessus. Au niveau de l'approche pédagogique, est-ce que ces outils numériques ont un peu révolutionné ce qu'on pouvait faire et si oui, voilà, en quoi ça te paraît pertinent
oui, quelles sont les limites aussi? Peut-être c'est une question intéressante à ça. Mmh. Bah, les outils numériques, alors, révolutionner, moi, à mon avis, hein, moi non. C'est-à-dire que des outils numériques, il y en a beaucoup et souvent quand on n'a pas, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais quand on n'a pas la connaissance des méthodes pédagogiques, de l'ingénierie pédagogique, de comment on construit, comment on motive les gens à se former, à apprendre, et cetera. En fait, on va croire que parce qu'on emploie des outils numériques, on est hyper à la mode, on est à la page et qu'on est super pédagogue. Non, en fait, les outils numériques, je trouve qu'ils sont très facilitateurs pour mettre en place certaines méthodes pédagogiques quand on a du monde, quand il y a beaucoup de monde devant nous, quand on veut anonymiser absolument les réponses et donc promouvoir un peu le fait que les gens participent, que les personnes puissent de leur côté seules bosser, faire des questions, faire des tests, s'entraîner, etc. Tout ça, oui. Mais pour moi, l'outil numérique, c'est pas l'affiche de je suis un bon formateur parce que je fais un WooClap ou un Kahoot ou je ne sais quoi ou je fais un super diapo sur Prezi, ça c'est un petit peu ancien encore, ou avec l'IA parce que voilà, ça fait du waouh. Voilà, c'est comme tout à l'heure, ça fait l'effet génial. Waouh, qu'est-ce qu'il est sympa, c'est ludique et tout. Mais en termes de rétention, ça n'a rien, ça ne change pas les choses en fait. Si on ne sait pas l'utiliser de manière raisonnée, si on ne sait pas l'incruster dans une séquence pédagogique au bon endroit, au bon moment pour un objectif précis. Donc voilà. Donc les outils numériques, ça a révolutionné les pratiques des formateurs parce qu'il a fallu que les formateurs s'y mettent, se forment, développent leurs compétences parce que dans beaucoup d'universités maintenant, on fonctionne avec des outils numériques et que les étudiants sont habitués et que dans les formations continues, les professionnels qui viennent en formation ont eu l'habitude de ce genre d'outils et donc eux vont cocher la case, c'est une bonne formation parce qu'il y a des outils numériques, je caricature un petit peu, mais en fait, pas vraiment. On voit bien qu'il y a des retours de pratique, hein, on revient au tableau, on revient à des cours où on n'utilise plus le support. Hein. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que si on peut pas faire tu parlais tout à l'heure de ton expérience, mais je trouve que si on peut pas faire son cours sans son support, c'est-à-dire si on se dit, oh, j'ai pas mon support, bah donc je peux pas faire cours. Il faut quand même s'interroger sur ses compétences pédagogiques. Alors bien sûr, le support il est important parce qu'on a notre fil rouge, hein, on va pas retenir tout par cœur, c'est normal. Mais si on peut pas projeter, bah on projette pas. Et puis on fait au tableau, on fait au crayon, on fait participer. Et là, toutes les compétences pédagogiques, c'est là qu'elles s'expriment. Donc il faut toujours s'interroger quand on est accroché à son support et qu'on peut rien faire sans un support. Donc tu vois, l'outil numérique, oui. Moi, dans mon master, ça a été la thématique. Hein, donc c'était une révolution. Le Covid, ça a fait exploser le truc, hein, et ça a été une aide importante. Mais il faut pas en oublier la base, en fait, la base de la relation humaine, la base de la relation pédagogique, la base la plus-value du formateur, en fait. Vous n'êtes pas là pour lancer un WooClap, hein. C'est pas le but du formateur, ça. Je Enfin, suis voilà. assez d'accord avec toi et moi j'ai l'impression qu'après le Covid, effectivement, il y a une explosion des formations en e-learning et Oui. là, il y a un retour, vraiment les gens, ils ont envie d'humain, de contact, de rapport, et c'est pour ça que l'IA, dans un sens, me fait un peu peur parce que moi, j'ai peur plus pour mes enfants, par exemple, sur leur capacité à l'utiliser de manière critique. Mais en Oui. même temps, je suis convaincu aujourd'hui que, en tout cas actuellement, avec le mode de vie aujourd'hui, je suis convaincu que l'IA ne remplacera jamais, jamais le fait que le rapport humain, c'est aussi une relation, c'est une empathie, c'est une écoute, c'est une lecture de l'autre. Alors, je dis pas que l'IA n'arrivera pas à détecter ça un jour, mais aujourd'hui, je pense qu'on a aussi un besoin, un retour de choses factuelles, de terrain, de rapport à l'autre, de contact, d'empathie. Et l'IA, elle peut te grandement améliorer et t'amener de la rapidité de traitement sur certaines tâches qui sont, moi, ce que j'appelle des tâches de tâcherons. Hein. Mmh. L'IA, moi, m'est très utile pour faire des choses que je sais déjà faire. Par contre, je ne vais pas lui déléguer quelque chose que je ne fais pas et je ne peux pas lui déléguer aujourd'hui le fait de discuter avec mon patient, de le regarder, de le comprendre. Bah non. L'IA, de toute façon, ce n'est pas une intelligence au sens humain, c'est un super assistant, en fait. Et l'IA, faut savoir qu'elle n'a pas d'empathie, elle n'a pas de jugement, elle n'a pas ces relations-là. Elle l'a pas, c'est pas dans ses algorithmes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Elle peut accélérer nos process et nous faire gagner du temps sur des tâches qu'on sait très bien faire. Elle peut nous aider à booster notre créativité parce qu'on a un espèce de miroir à qui on va poser, faut bien savoir s'en servir, mais à qui on va poser des questions, des machins, et ça va nous renvoyer des choses. C'est comme si on discutait entre guillemets avec quelqu'un, mais sur un fond, tu vois, tiens, j'ai eu cette idée, ah ben moi j'ai cette idée, ah oui, voilà. Mais dans la relation humaine ou il n'y a pas de relation, à vrai dire. Il n'y a pas de, les mots, c'est pas les relations, c'est tout ce qui se joue autour. Et en tout cas, dans l'apprentissage à un patient, cette capacité dont on disait de repérer ses émotions, de repérer dans quel état il est, d'essayer de comprendre ce qu'il a compris, de quel niveau il part en tant qu'apprenant. Bon, bah, tout ça, ce diagnostic-là, qu'il soit diagnostic kiné, diagnostic clinique, diagnostic pédagogique, bah, en tout cas, bon, l'IA, même si elle peut éventuellement essayer de faire un diagnostic sur certaines évaluations, ça va rester sur, on va dire, des choses factuelles, de fond, en fait, qui répondent à ces algorithmes. Donc, oui, faut s'en servir comme d'un super outil. Moi, ça m'a rappelé vraiment, parce que je l'ai vécu, l'arrivée de Internet. Quand Internet est arrivé, putain, on avait des gens qui disaient c'est nul, au secours, mais les bouquins, mais ça va pas, c'est dangereux, nanana, et puis d'autres qui disaient waouh, mais c'est génial, il faut s'en servir. Bah pour moi, je le vis de la même manière. Je trouve que ouais, c'est génial, il faut s'en servir, mais bien savoir comment s'en servir et comment l'utiliser et pas se faire embarquer là-dedans à tout va. Mais voilà. Ouais, après, bon, c'est plus, on migre sur un autre sujet, mais j'aime bien parler de ces questions-là. Justement, sur l'IA, il y a une vertu, c'est que ça nous permet de nous dégager du temps. Mais après, Oui. c'est le temps gagné, à quoi il va servir. Et je trouve que malheureusement, enfin moi c'est mon point de vue, hein, ce temps gagné-là, c'est pas du temps pour nous retirer de la tâche, pour aller sur des activités valuables, comme on peut dire, valorisables ou valorisées, enfin des activités dans lesquelles je vais prendre du plaisir, par exemple, où je vais prendre du temps pour moi, pour mon patient. Mais à Ouais. l'inverse, c'est pour bosser encore plus. Et c'est un peu le problème. Ah bah, C'est que- c'est pour ça que les entreprises elles investissent dans l'IA, hein. Eh oui, hein. Enfin, moi, quand je me suis formée à l'IA, j'ai fait exprès de me former à l'IA parce que j'avais trop de croyances ou d'idées préconçues ou je comprenais pas bien. Et les entreprises, elles investissent dans l'IA parce que ça fait gagner du temps et donc de la productivité. Enfin, sans vouloir rentrer dans des débats, je suis d'accord. C'est ça. Et moi, je pense qu'au contraire, dans nos professions, il faut qu'on s'oriente plutôt vers une désescalade et une amélioration du temps patient qualitatif. Et l'IA, pour ça, elle est vraiment utile. Euh, mais bon, faut pas que ce soit utilisé à l'inverse. Enfin, bon. Je vais pas repartir là-dedans parce que là, ça va nous emmener dans une discussion beaucoup plus longue. Voilà. Juste, je voulais prendre un petit peu ton expérience parce que tu as accompagné quand même pas mal de formateurs. Et là, même à titre personnel, ça m'intéresse. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit retour des principales difficultés que te rapportent les personnes que tu suis, que tu encadres? Je parle des formateurs vis-à-vis de leur public justement de formation. Enfin, qu'est-ce qui est difficile pour eux? Ils sont en demande de quoi? Alors souvent, ils sont en demande de dire je sens que je fais de la formation et que j'arrive pas à capter et à intéresser suffisamment les gens qui viennent me voir en formation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'arrive pas à donner une dynamique, que ils participent, mais il faut un peu que je les force entre guillemets à participer. J'ai du mal à valoriser ma formation, c'est-à-dire à montrer de manière objective qu'elle est efficace, qu'elle est utile, c'est souvent ça. Après, il y a aussi la gestion de groupe, mais c'est souvent de la gestion de groupe du fait de j'arrive pas, ils participent pas. En fait, je leur demande de participer, ils participent pas, c'est un peu dur à les faire bouger. Moi, c'est souvent ces problématiques-là qui reviennent et où en IFMK, ça va être des problématiques de dire j'ai n'importe quoi, j'ai que 2 heures pour faire un cours, mais moi il m'en faut 6 et je sais pas faire, où on a des injonctions de la part de l'IFMK ou de l'université de répondre à ce cahier des charges et moi j'y arrive pas, je sais pas faire ce qu'ils me demandent, je comprends pas l'objectif, je fais pas le lien avec le référentiel. Et puis parfois quand j'accompagne des formateurs en entreprise, c'est vraiment là il y a un côté commercial hein, quand même pour eux derrière.
j'arrive pas à connaître les besoins réels des gens que je viens former sur le terrain. On a acheté une machine, je sais pas, d'isocinétisme. Je viens former les kinés à la machine sur le terrain. Et ben en fait, j'ai l'impression de délivrer mon truc, mais que ça répond pas à leurs demandes. Donc tu vois, à la fois des besoins d'évaluation, de gestion de groupe, de rendre les choses dynamiques, intéressantes, et de se dire, mais en fait, rien qu'avec le fond, j'y arrive pas. Et j'ai beaucoup de formateurs qui arrivent avec un syndrome de l'imposteur très fréquent, en se disant que s'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. C'est parce qu'ils sont pas intéressants, c'est parce que le fond n'est pas intéressant, c'est parce que n'arrivent pas à mobiliser, et beaucoup de comparaisons en disant ah oui mais moi je connais telle formatrice, tel formateur, c'est génial les cours qu'ils font eux et moi j'y arrive pas. Hein, on est souvent là-dedans dans les demandes en disant bon j'ai besoin d'aide en fait, enfin de comprendre. Voilà. Et justement, pour finir, une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques tips comme ça, si tant est qu'il en existe, des trucs que tu donnes à ces formateurs qui ont des difficultés, des trucs qui ont tendance à marcher de façon générale, si on veut améliorer justement une transmission, une pédagogie? Ben, en fait, alors c'est pas simple, mais moi j'ai tendance à me reposer sur la science, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de recherches en sciences de l'éducation et donc de méta-analyses qui sont faites, etc., dans le monde. Hein. Et donc, il y a deux chercheurs qui ont sorti un bouquin qui est très bien, qui s'appelle L'apprentissage visible. Enfin, ça a été traduit de l'anglais et qui s'appelle John Hattie, ils sont néo-zélandais et australiens, et qui ont étudié 800 méta-analyses et qui en ont sorti des recommandations. Ça, je trouve, très riche. Et un des trucs qu'ils disent pour améliorer l'apprentissage des adultes, et vraiment, c'est faire des feedbacks, c'est-à-dire de l'interaction avec des apprenants. Ce n'est pas juste leur dire vous en pensez quoi et puis de les faire participer comme ça. C'est de faire des feedbacks aux gens, c'est-à-dire oui, c'est bien ce que vous faites ou c'est bien ce que tu penses ou je compléterai ou pourquoi tu as fait ça. Enfin, faire des retours alors ça peut être pour des étudiants en stage, hein, pour des étudiants en école, pour des professionnels, etc. C'est vraiment d'avoir un retour de la qualité et du contenu de ce qu'ils produisent. Ça, c'est le truc le plus important à retenir. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il faut avoir une relation de confiance. Donc la posture pédagogique, elle est vraiment à changer, c'est-à-dire de se détacher que le savoir ne fait pas tout, mais que j'ai des compétences d'écoute, des compétences de savoir connaître différents outils pédagogiques pour savoir piocher dedans, pour savoir celui qui va être le plus utile à ce moment-là. Voilà, de considérer que les gens, ils savent des choses, et donc de partir de un groupe, à partir du moment où on s'intéresse à eux, et pas à nous, à eux, souvent je trouve que ça emmène une dynamique plutôt positive et une envie de participer. Donc, c'est ça que je dirais, c'est peut-être trop global, peut-être pas assez concret là dans ce que je te dis, mais je trouve que c'est des grandes lignes en fait qui vaut pour tout le monde. Hein, euh, voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Est-ce Bah, que je tu t'en pourrais prie. nous conseiller, du coup, avant de terminer, un bouquin, pas forcément. Alors, ça peut être en lien avec le thème du jour, ça peut être dans d'autres liens. J'aime bien poser cette question aux gens, avec des petits conseils de lecture, un truc qui t'a marqué ou qui te paraît intéressant. Un bouquin Ben, pour en moi ou fait, alors pas? moi je vais rester dans le thème parce Ouais, qu'après, bon, il y en d'accord. a plein, mais Ouais. j'aime bien rester dans le thème, c'est l'occasion. Mhm. Euh, il y a l'apprentissage visible de John Hattie, ça c'est en pédagogie, c'est clair. Il y a les bouquins de Thierry Pélassia, ça c'est vraiment une aide hein, pour tous ceux qui veulent faire de la formation, c'est hyper simple, c'est hyper accessible. C'est plutôt pour ceux qui sont avec des étudiants. Et puis si vous êtes intéressé par tout ce qui est éducation, prendre du recul, réfléchir à, vous voyez, en plus, voilà, un peu philosophique de l'éthique, etc. Ça s'appelle les avatars de l'éducation. C'est Jack Arduano, c'est un peu ancien, mais qu'est-ce que c'est bien. Et Mhm. moi, c'est une base qui a changé mon rapport aussi à la formation. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On est Je arrivé t'en prie. au bout de ce podcast. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir échangé sur ces questions. C'est très intéressant et je pense qu'on va aussi pouvoir parfois peut-être changer le regard et sur les enseignants et sur les étudiants. Ça serait parfait. En tout cas, faire un petit pas de côté, c'est toujours intéressant. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous savez que vous pouvez retrouver d'autres épisodes aussi intéressants que celui-ci
sur le podcast de GMK. Vous allez sur n'importe quelle application, vous tapez GEM-K, vous tombez dessus, mais en même temps, si vous l'écoutez en audio, vous savez déjà tout ça. Donc, je vous remercie pour votre écoute attentive. N'hésitez pas à nous soutenir, à mettre un petit like, un commentaire, etc. Abonnez-vous absolument à Pédagogie Santé, à GMK, et puis allez, Mathieu Loubiard-Kiné, tant qu'on y est, comme ça tout le monde sera content. Et merci beaucoup, Cécile, d'avoir échangé avec moi pendant cette heure. Merci Mathieu, c'était un plaisir. C'est toujours intéressant de parler de ce qui nous passionne. Voilà. Exactement, merci. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de GMK.